La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer dans quelques instants le temps que tout le monde se connecte. Je vous invite en attendant à consulter les règles de fonctionnement du webinaire qui s'affichent donc en bas à droite de votre écran. Donc, tous les micros des participants sont coupés. Les questions sont à poser par écrit dans la rubrique questions que vous devez voir apparaître. Donc, 2 temps seront prévus pour les questions. Donc, je vous les indiquerai tout à l'heure. En cas de problème de son, je vous invite à vérifier la configuration de votre matériel et la rubrique audio. Et si le problème est persistant, notre informaticien est à votre disposition. François Cyrus, vous avez son numéro de téléphone. Donc, je vous propose de commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Fabrice Bosque, je suis responsable environnement et éco-industrie d'ITERG, mais je vais davantage intervenir cet après-midi auprès de vous en tant qu'animateur du réseau mixte technologique Ecoval. Donc, ce RMT, c'est une synergie d'experts en environnement. Donc, nous sommes dans une approche sectorielle avec des instituts techniques agro-industriels qui apportent un support scientifique et technique à différentes filières agro-industrielles. Nous sommes également dans une approche territoriale avec des CRIT de différentes régions de France. Nous avons une composante recherche avec différentes entités qui sont désormais toutes regroupées au sein de l'INRAE, qui nous accompagnent notamment sur toutes les questions d'évaluation environnementale et les questions aussi de méthanisation. Et nous avons une composante enseignement avec l'ENIL de Besançon Mamirol. Les objectifs du RMT Ecoval pour cette période 2020-2024, sachant que le RMT existe depuis 2007, on s'est fixé comme objectif de donner à l'industrie les moyens de répondre aux défis suivants, donc optimiser la gestion des ressources dans les procédés de transformation en lien avec le territoire et surtout pour assurer un engagement responsable, faire évoluer les modes de production et de distribution ainsi que l'offre produit et répondre aux nouvelles attentes et aux nouveaux comportements des consommateurs. Pour cela, nous avons établi un programme d'activité que nous déroulons donc cette période 2020-2024 avec en 3 axes. 3 axes. Un axe qui est lié au développement de méthodes et d'indicateurs en évaluation environnementale, de l'amont agricole jusqu'aux différents usages, dont les usages non alimentaires, l'enrichissement de bases de données d'ACV,
Donc ce sera le cœur aussi de l'intervention, on y reviendra tout à l'heure. Le couplage de l'évaluation environnementale avec d'autres approches, et enfin l'information du consommateur, c'est aussi le sujet du webinaire de cet après-midi. L'évaluation environnementale, ce n'est pas une fin en soi pour nous, c'est juste un outil qui nous permet d'évaluer les efforts en termes de réduction de l'impact environnemental des produits et des procédés. Donc, on développe parallèlement, en s'appuyant sur l'ACV, des démarches en matière d'éco-conception à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de la filière. On relie cette dimension d'éco-conception à la performance opérationnelle globale de l'activité agroalimentaire en lien avec la qualité sanitaire du produit et la performance industrielle. Et ça s'inscrit aussi dans une démarche plus globale pour l'entreprise à travers la mise en œuvre de sa responsabilité sociétale. Enfin, on fait du transfert des méthodes et des démarches qui ont été élaborées sous forme d'opérations collectives ou sous forme de formation. 4 temps pour ce webinaire. Je vais poursuivre mon intervention en vous exposant les principes et puis le contexte, les cadres législatifs de l'affichage environnemental des produits alimentaires. Je laisserai ensuite la parole à Anthony Rouault d'Actalia, qui vous présentera la méthode de calcul du score environnemental, la méthode encore provisoire parce qu'elle est en cours d'évolution. Ensuite, Laura Farran du CTCPA présentera les données qui sont à mobiliser pour le calcul de ce score environnemental. Et en final, Émilie Adouard de l'IFV nous parlera du format, de l'opérationnalité du dispositif et aussi des perspectives. Parce que l'objectif, c'est aussi de vous faire contribuer, de vous informer et de vous faire contribuer à la mise en œuvre de ce dispositif. 2 temps de questions-réponses, 15 minutes de questions-réponses à l'issue de l'intervention de Laura. Et ensuite, en finale, donc après l'intervention d'Émilie, un nouveau temps de questions-réponses qui sera géré par Cynthia Vialat, donc qui sélectionnera les questions que vous aurez posées donc par écrit dans la rubrique questions et qui interpellera donc les intervenants pour répondre à ces questions. Je commence de suite sur le contexte global en rappelant cette définition de l'affichage environnemental, donc qui est une démarche visant à transmettre aux consommateurs en situation de choix et d'achat alimentaire des informations sur les caractéristiques environnementales des produits proposés sur le marché. Donc, l'affichage, le format d'affichage qui est en cours de mise en œuvre, il est loin de celui que je vous présente ici. On verra ça avec Émilie tout à l'heure. Vous connaissez déjà des affichages environnementaux. Celui-là, vous le connaissez parce qu'il est appliqué depuis un certain nombre d'années sur les appareils électroménagers. Néanmoins, on est sur un périmètre qui est complètement différent de celui qui est envisagé pour les produits alimentaires. Pourquoi un affichage environnemental? Il y a 2 cibles en fait pour cet affichage. La cible principale, c'est le consommateur, agir sur les comportements de consommation, informer le consommateur pour le guider dans ses actes d'achat, lui permettre, pour ceux qui le souhaitent, d'intégrer la dimension environnementale dans le choix des produits alimentaires, informer le consommateur sur les impacts environnementaux des produits et les aider à opérer des substitutions entre produits dans une logique notamment de transition alimentaire. Ensuite, il y a l'approche produit, donc connaître et réduire l'impact environnemental de chaque produit, donc dans une logique d'éco-conception, donc activer des leviers tout au long des filières, donc du niveau agricole jusqu'au consommateur et jusqu'à la fin de vie, éventuellement des produits et de son emballage, et donc privilégier des modes de production plus favorables à l'environnement. Effectivement, le consommateur a une exigence de plus en plus forte, d'une plus grande transparence sur les caractéristiques des produits. Il a des critères à sa disposition, notamment des allégations environnementales, des critères de qualité des produits, des questions qui sont liées à la naturalité des produits, une exigence aussi de plus local, de peut-être plus végétal, de moins de produits pétrosourcés, des demandes aussi fortes en produits issus de l'agriculture biologique. La question qui se pose, ça répond à des attentes du consommateur. Est-ce que toutes ces caractéristiques et ces labels qui sont apportés sur ces produits ont véritablement aussi un impact, enfin est-ce qu'on réduit pour autant
l'impact environnemental du produit. L'idée, c'est bien d'avoir une méthode, un score, qui nous permet d'objectiver l'impact environnemental des différents produits, quelles que soient ces allégations. Pour cela, effectivement, il y a aussi des enjeux qui s'adressent directement aux acteurs des filières agroalimentaires, donc qu'ils s'engagent du champ à l'assiette, sur tout le cycle de vie du produit, dans une démarche d'amélioration des performances environnementales, être en capacité aussi, il y a un enjeu de différenciation concurrentielle, être en capacité de se différencier sur le marché en valorisant les actions qui sont engagées, soit à l'échelle de l'entreprise, soit à l'échelle des filières et qui visent à réduire cet impact environnemental et puis le lien avec le consommateur, répondre à cette demande de transparence sur les caractéristiques des produits. Les plus anciens se souviendront de l'expérimentation de 2011 qui est issue des lois Grenelle, où toute une dynamique s'était mise en place à ce moment-là, donc notamment à travers ce qu'on appelait la plateforme ADEME-AFNOR, sur notamment la production de référentiels, et puis un rapport qui avait été mis, un bilan qui était adressé de cette expérimentation qui était beaucoup plus globale parce qu'elle concernait tous les produits de grande consommation, avec notamment comme une forte contribution du secteur alimentaire à cette expérimentation. Et puis, donc, j'ai pris un extrait de quelques éléments de ce rapport du bilan au Parlement, où on précisait bien déjà à l'époque que le socle méthodologique, notamment pour le secteur agricole et agroalimentaire, restait à parfaire et qu'il fallait aussi donc un format d'affichage qui soit lisible, simple et différenciant et permettre une comparaison ou également au sein d'une même catégorie de produits. Alors, il y a eu ce cadre donc issu des lois Grenelle, et puis la mesure législative a été reprise à travers la loi AGEC, la loi anti-gaspillage et économie circulaire en 2020. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé en 10 ans. Justement, la dynamique, les lois Grenelle avaient créé une réelle dynamique, et notamment, on avait pris conscience à ce moment-là qu'il fallait enrichir avoir des données, disposer de données, et donc travailler sur les méthodologies, sur les données. Il y a eu une multitude de travaux qui ont été mis en œuvre. Laura nous présentera ça tout à l'heure à travers la base Agribalise. Et donc, retour législatif en 2020 avec de nouveau un projet d'expérimentation qui s'est déroulé de 2020 à 2022 avec un rapport du gouvernement au Parlement. Je vais y revenir. Et puis, une deuxième loi, climat et résilience. Donc, l'article 15 de la loi AGEC a été abrogé par cet article 2 qui reprend globalement les mêmes principes en allant peut-être un peu plus loin. Donc, on reste bien sur une nécessité d'informer sur l'impact environnemental des biens et services sur l'ensemble du cycle de vie et aussi dans une approche multicritère, dont émissions de gaz à effet de serre, dont biodiversité et également prise en compte des externalités environnementales, sachant que c'est une demande forte, notamment pour les filières des produits sous signe de qualité. On retrouve cette exigence d'une information fiable et facilement compréhensible, disponible au moment de l'acte d'achat. Et donc, pour mettre en œuvre tout cela, suite aux conclusions de l'expérimentation, il y a depuis 2022, donc un développement de méthodes et d'outils. Ça va vous être exposé cet après-midi. L'objectif étant, pour les pouvoirs publics, d'arriver à un dispositif opérationnel d'ici la fin de cette année, avec un cadre qui sera d'application réglementaire pour ceux qui voudront mettre en œuvre un affichage environnemental sur nos produits. Ça ne veut pas dire que l'affichage environnemental pour les produits alimentaires sera obligatoire d'ici la fin de l'année, simplement le cadre qui sera d'application obligatoire. L'obligation d'affichage environnemental des produits alimentaires, je pense que c'est pas défini pour l'instant, et je pense que ce sera aussi une question d'harmonisation à l'échelle européenne. Le cadre de cette expérimentation de 2020-2021, justement pour faire le comparatif avec 2011, 2011 peut-être que ça bouillonnait et ça partait un peu dans tous les sens. Là, il y a eu une gouvernance qui a été établie, un cadre avec un protocole précis pour l'expérimentation. 18 projets ont été menés durant cette expérimentation
d'expérimentation. Il y a eu aussi des groupes de travail qui se sont réunis. Et ces 18 projets, certains ont été portés notamment par les personnes qui vont intervenir cet après-midi. Les instituts techniques agro-industriels du RMT Cobal ont contribué à ces projets. Pourquoi cette expérimentation? Il fallait tout simplement répondre à cette question. Selon quelle modalité est-il possible de fournir aux consommateurs une information environnementale qui soit lisible, fiable, objective, afin de lui permettre d'orienter ses choix vers une consommation Je vais retenir deux productions. Donc, un conseil scientifique qui a agi et un conseil scientifique indépendant avec des chercheurs du monde académique qui a donné des recommandations pour cet affichage environnemental. Donc, c'est un document assez précieux qui est sorti en décembre 2021. Et puis, un rapport, je dirais, plus global donc du gouvernement au Parlement qui fait le bilan et qui dresse des pistes d'action pour la mise en œuvre du déploiement qui se fait actuellement. Je vais revenir. Je ne vais pas présenter tous les projets. Il y en a deux qui sont, qui sont très médiatiques. En fait, l'EcoScore, l'EcoScore qui existait d'ailleurs antérieurement à cette expérimentation, qui avait commencé quelques mois auparavant, qui est porté par des acteurs du numérique, donc et qu'on peut retrouver une information pour trouver cet EcoScore disponible notamment sur des applications de type Yuka. Et puis une initiative qui a émergé vraiment durant l'expérimentation, le Planet Score, pour différencier les produits issus de l'agriculture biologique des produits issus d'un mode de production plus conventionnel. Donc, je ne vais pas exposer les modes de fonctionnement de ces dispositifs, mais sachez qu'ils sont toujours en cours et connaissent un assez grand succès. Le rapport du gouvernement au Parlement pose des points structurants qui sont les bases du dispositif qui va vous être présenté par mes collaborateurs tout à l'heure. Donc, on est sur une volonté de mise en œuvre d'un dispositif à court terme. La volonté des pouvoirs publics français, c'est de garder cette longueur d'avance et qu'à un moment donné, ce qui sera mis en place au niveau français puisse faire autorité ensuite à l'échelle européenne, avec un dispositif qui sera peut-être imparfait au départ, avec un engagement qui puisse être, on va être dans une dynamique d'amélioration continue sur des bases scientifiques et sur des bases de transparence, avec un objectif à la fois de comparaison intercatégorie pour être en capacité de favoriser la transition alimentaire, mais aussi un objectif de comparabilité intra-catégorie pour que le consommateur ou l'acheteur dans un magasin puisse choisir entre un produit A et un produit B. L'objectif, c'est aussi toujours dans cette logique de comparaison intercatégorie, c'est de couvrir toute la gamme des produits alimentaires avec toute leur diversité. On reste sur un socle ACV, mais qui reste à parfaire, parce qu'effectivement, pour l'instant, la méthode ACV, même si elle prend de nombreux intérêts, elle a encore à ce stade certaines limites, notamment sur la prise en compte de la biodiversité, du stockage du carbone dans le sol, sur la prise en compte de l'effet réel des pesticides, sur l'usage des plastiques. Donc Anthony va nous expliquer tout à l'heure quelles sont les solutions et quelles sont les alternatives qui ont été trouvées. Une préférence pour partir sur des données spécifiques, donc issues des modes de production réels des metteurs sur le marché, mais ce qui est parfois peut-être un peu lourd à mettre en œuvre. Donc, il y a aussi des propositions de partir sur des choses plus simples à partir de données génériques. Laura va nous expliquer tout ça. Et enfin, un format simple et prescriptif que le consommateur puisse faire son choix simplement au moment de l'acte d'achat. Et là, Émilie va nous exposer tout ça sur le format d'affichage. Une gouvernance qui est toujours opérationnelle, la gouvernance qui avait été mise en place donc au moment de l'expérimentation de 2020-2021 se poursuit. Un comité de pilotage interministériel qui reste le comité décisionnel dans tout ce dispositif. Ce conseil scientifique qui est consulté, donc cette instance indépendante
composée de chercheurs du monde académique, et les parties prenantes du secteur agroalimentaire, donc notamment les organisations professionnelles et interprofessionnelles, sont réunies autour d'un comité des partenaires qui s'est réuni plusieurs fois depuis 2020 et qui s'est notamment réuni le 27 mars dernier. Les enjeux pour ce déploiement, il y a 3 niveaux d'enjeux. Il faut une méthode, il faut des données, il faut un format d'affichage. Une méthode. Quelle méthode choisir pour le calcul du score environnemental? Un socle, effectivement, ACV, mais aussi des moyens de pallier les limites actuelles de l'ACV à travers des indicateurs. Anthony va nous expliquer tout ça. Il faut des données. Quelles données mobiliser pour ce calcul? Donc là, on va voir qu'on a déjà des bases, à travers la base Agribalise. Laura Farran va nous expliquer tout ça. Et ensuite, un format, comment restituer l'information simplement au consommateur pour que ça puisse guider son acte d'achat. Donc, Émilie va nous expliquer tout ça dans quelques instants. En termes de calendrier, donc il y a des choses qui se sont faites depuis 3 ans, et notamment en 2022 et en début d'année 2023. Déjà, la mise à jour de la base Agribalise, la version 3.1 est sortie donc en octobre 2022. Il y a une version, il y a une ébauche de méthode de calcul, ça va nous être présenté par Anthony, et aussi un outil qui est en version bêta, qui est déjà en ligne, donc qu'on peut commencer à tester. Il y a aussi un test qui est en cours sur 550 produits alimentaires. Il y a une consultation aussi sur le format d'affichage. Émilie y reviendra. Si on a choisi ce moment pour vous informer, c'est que ça nous paraissait important déjà que l'ensemble des acteurs, ou le plus grand nombre des acteurs de l'agroalimentaire aient le même niveau d'information sur un sujet qui est quand même somme toute assez complexe et surtout très évolutif. Donc partager l'information, et puis surtout il y a une phase de concertation qui a commencé ce début de mois, qui va se dérouler sur tout le printemps, sur le dispositif qui est proposé par les pouvoirs publics, avant une phase de consultation plus officielle durant l'été. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous avant de laisser la parole donc à Anthony pour qu'il vous présente la méthode. Merci Fabrice. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que Fabrice, on m'entend bien? Ouais, c'est bon. Ça marche. Du coup, Anthony Rouault, je suis chargé de projet environnement chez Actalia, qui est également donc un institut technique agro-industriel, membre du RMT Ecoval. Donc ma présentation, elle va d'abord porter sur les éléments principaux de l'ACV pour vous montrer ensuite ce qui a été repris pour l'affichage environnemental et ce qui a été ajouté ou modifié. Alors, on commence par l'ACV. Donc l'ACV, c'est une référence internationale pour l'évaluation environnementale quantitative des produits, que ce soit des biens ou des services. Et donc, on a 2 cadres de référence. Tout d'abord, à l'échelle internationale, on a la norme ISO 14040 et 14044 qui définit les principes et les étapes de la méthode d'ACV. Et ensuite, à l'échelle européenne, on a un cadre européen donc harmonisé qui s'appelle le PEF pour Product Environmental Footprint et qui du coup harmonise la méthodologie ACV et définit entre autres une liste de 16 indicateurs à calculer systématiquement, une méthode de calcul d'un score unique basé sur ces 16 indicateurs et des recommandations méthodologiques pour certaines catégories de produits qu'on appelle les PEFCR, donc CR pour Category Rules. Voilà. Sur les principes de l'ACV, donc l'ACV permet de chiffrer les impacts potentiels de l'ensemble du cycle de vie d'un produit ou service. Elle repose sur 2 grands principes. Tout d'abord, multi-étapes pour prendre en compte toutes les étapes du cycle de vie et multicritères pour étudier plusieurs indicateurs. Et donc, l'ambition globale de la méthodologie, c'est de pouvoir faire un bilan environnemental complet permettant d'identifier les transferts de pollution, c'est-à-dire éviter qu'il y ait une amélioration sur un indicateur se fasse au détriment d'une amélioration sur un autre indicateur.
Sur la méthodologie, donc on a 3 principales étapes en ACV. Tout d'abord, la définition du système étudié, donc où là, on définit principalement les étapes du cycle de vie du produit qu'on veut étudier. On identifie les flux entrants et sortants à chaque étape. Là, vous avez un exemple avec le cycle de vie d'un produit agroalimentaire. Et donc, à gauche, vous avez des exemples de flux entrants qu'on identifie en général et les flux sortants à droite. Après vient l'inventaire du cycle de vie, où là, on va collecter les données nécessaires pour quantifier les ressources naturelles et les émissions vers l'environnement à chaque étape du cycle de vie. Donc là, ci-dessous, vous avez le même schéma qui est repris. Donc où là, on va plutôt avoir à gauche donc, tout ce qui est ressources naturelles. Donc voilà, exemple phosphate, eau, gaz naturel, uranium, métaux. Et à droite, on va essayer de collecter des données pour quantifier les émissions vers l'air, vers l'eau et vers le sol. Et donc, bien souvent, rassurez-vous, dans cette étape, on est aidé par des bases de données, dont Agribalis, dont Laura vous parlera tout à l'heure. Et enfin, vient la caractérisation des impacts qui va nous permettre d'obtenir les résultats ACV. Et donc, dans cette étape, en fait, les flux inventariés, sont traduits en impact potentiel sur l'environnement. Comme je disais tout à l'heure, il existe 7 indicateurs ACV qui sont identifiés dans le cadre européen PEF. Vous avez 4 exemples ci-dessous, dont le plus connu, changement climatique, acidification des milieux, par exemple, pour modéliser les phénomènes de pluie acide, et eutrophisation pour modéliser les phénomènes d'algues vertes, par exemple. Et donc, chacun de ces indicateurs est régi par une formule générique qu'on peut résumer de la manière suivante. Impact égale quantité de flux fois facteur de caractérisation. Et le facteur de caractérisation, c'est ce qui est issu d'un consensus scientifique international. Donc, par exemple, pour l'indicateur changement climatique, les facteurs de caractérisation vont être issus du GIEC. Et donc, en dessous, vous avez un exemple sur l'indicateur changement climatique pour 5 kg de méthane émis. Donc, on a la quantité de flux, 5 kg de méthane. Le facteur de caractérisation qui est de 28 kg CO2 équivalent par kilo de méthane. Et donc, on fait la multiplication, on a 140. Donc, quand on fait une ACV, on fait la somme de tous ces résultats par flux et par impact. Ici, un graphique pour illustrer en fait le fait que, voilà, c'est le graphique classique qu'on a en ACV. Et donc, ça illustre le fait que, voilà, avec l'ACV, sur plusieurs indicateurs, on est en mesure d'identifier les contributions des étapes à chaque indicateur. Sachant que là, c'est présenté en pourcentage, mais chaque indicateur a sa propre unité. Ce qui m'amène au score unique, puisque du coup, quand on fait une ACV, on arrive avec une liste de 16 indicateurs ACV. Donc, on a des résultats calculés pour 1 kg de produit pour 16 indicateurs. Et donc, le PEF a proposé, pour simplifier la lecture des résultats, et notamment dans une perspective d'affichage environnemental, a proposé une méthodologie pour un calcul de score unique. Donc, ce qui se passe, en fait, c'est que chacun de ces indicateurs est normalisé et pondéré. Là, vous avez une première liste de pondération pour chaque indicateur. Et au final, du coup, ça nous permet d'obtenir un score unique en points par kilogramme de produit. Et donc, voilà, pour l'affichage environnemental, ce qui a été proposé, c'est donc, comme le disait tout à l'heure Fabrice, un socle ACV à compléter. Et donc, tout en gardant une cohérence scientifique. Donc, ce qui est proposé, c'est à partir du PEF, quelques adaptations sont proposées, donc, dont un nouvel indicateur biodiversité, puisque c'est un indicateur que ne couvre pas l'ACV aujourd'hui, et donc qui est proposé pour l'affichage environnemental. Voilà. Enfin, en conséquence, du coup, il y a une modification des pondérations du score PEF. Et donc, ce cadre ACV est complété par 3 bonus qui ont été identifiés comme complémentaires à l'ACV. Et donc, dans mes slides suivantes, je vais juste là vous présenter ce qui a été adapté du PEF dans un premier temps. Et ensuite, j'aurai une slide pour vous expliquer les 3 bonus. Donc, le score unique PEF corrigé. Donc là, vous avez la liste de tous les indicateurs. Et dans la première colonne, la colonne PEF,
les pondérations qui sont retenues dans le score unique PEF, et à droite, les pondérations qui ont été retenues pour l'affichage environnemental. Donc, c'est une des premières corrections qui est faite pour l'affichage environnemental en France, c'est les pondérations. Il y a tout d'abord, comme on ajoute la biodiversité locale qui est tout en bas, donc il y a une pondération de 12,5% qui a été décidée. Et en complément, il y a aussi une proposition de modifier les pondérations des 3 indicateurs de toxicité que vous voyez là en bas du tableau, donc qui a été doublé. Donc ça, c'est une première série de modifications sur les pondérations pour le calcul du score unique. Mais en amont, il y a aussi des choses qui ont été modifiées sur des indicateurs individuels. Donc pour le changement climatique, on a le stockage carbone qui a été inclus. Les 3 indicateurs de toxicité ont également été corrigés. Et donc, oui, comme je disais, la biodiversité locale ajoutée à la pondération. Quelques informations sur l'indicateur biodiversité locale, donc, qui permet de prendre en compte un impact sur la biodiversité à la parcelle. C'est une méthode publiée qui a été retenue, la méthode BVI pour Biodiversity Value Increment, publiée par Lindner. Ce calcul, cette méthode est appliquée à chaque inventaire de cycle de vie issu d'agribalisme, donc des inventaires plutôt amont agricoles. Et ce calcul mobilise 4 facteurs différenciants sur le mode de production, à savoir la région de production, le travail du sol, la fertilisation et les pesticides. Ce qui m'amène ensuite donc aux 3 bonus complémentaires à l'ACV qui sont proposés. Donc, ils sont au nombre de 3. Infrastructure agroécologique, diversité agricole et conditions d'élevage. Donc, il y a des valeurs par défaut à définir par type de production agricole. Et donc, les bonus sont également par type de production agricole et par label. Et les bonus sont également corrélés à la surface mobilisée. Et donc, ces 3 bonus et leur mode de calcul sont soumis à concertation dans les prochains mois. Ici, vous avez juste un exemple de calcul de score juste pour vous illustrer que donc c'est repris d'Ecobalise, qui est l'outil de calcul pour l'affichage environnemental de niveau 1. Donc, on a un score PEF calculé avec 210 micropoints. Les bonus là sont soustraits en fait au score unique PEF pour obtenir le score d'impact qui sera retenu pour l'affichage environnemental et qui servira à l'affichage d'une lettre de A à E. Et enfin, pour vous préciser que donc on a une méthode de calcul qui est commune à 3 niveaux de précision des données qui sont envisagés là pour l'affichage environnemental. Donc tout d'abord le niveau 1 avec un paramétrage simple et qui correspond à ce qui figure dans l'outil Ecobalise. Et donc il y a des niveaux 2 et 3 qui sont attendus, mais là sur proposition par catégorie de produits et des propositions qui sont attendues en fait des organisations professionnelles. Donc voilà, 3 niveaux, mais la méthode de calcul que je vous ai présentée, elle est commune à ces 3 niveaux de précision. Voilà, je vais donc maintenant laisser la parole à Laura pour la suite de la présentation sur les données. Merci Anthony. Hop. Je crois que ça y est, vous pouvez voir la suite de la présentation. Donc, Laura Farran, je suis chef de projet environnement au CTCPA, qui est un centre technique agroalimentaire pour les filières des produits en conserve et déshydratés. Et je vais vous parler de mon côté, donc de l'aspect données, qui est aussi un aspect important, notamment quand on se projette dans la mise en œuvre de ce futur dispositif d'affichage. Donc, alors, par rapport à ce que vous a exposé Anthony sur la logique de l'analyse de cycle de vie, ce dont on a besoin pour être capable d'aller sur de l'évaluation environnementale au niveau du produit, c'est d'être sur de la modélisation de tous ces flux qui interviennent sur l'ensemble des étapes du cycle de vie des produits alimentaires. Donc, ça va commencer par l'étape des matières premières agricoles, ce qui se passe au niveau du champ, au niveau de l'installation d'élevage. On va voir tout ce qui sont les flux qui rentrent à cette étape-là, donc les engrais, les pesticides, le carburant, les moyens d'irrigation, de travail du sol, de transport, etc.
Et on va avoir aussi tous les flux sortants, donc tout ce qui va être effluent, émissions dans l'air, émissions dans l'eau, etc. Donc tout ça, c'est des choses qu'on agrège pour être capable de faire ces évaluations basées sur l'ACV. Donc ça, c'est pour la première étape de matières premières agricoles. Même chose au niveau de l'étape de transformation. Hein, on va s'intéresser à tout ce qui rentre au niveau des usines de transformation, donc notamment les flux d'eau, les flux d'énergie, les pertes matières. Et du coup, enfin, la matière qui rentre et les pertes associées. Et donc les flux sortants aussi en termes notamment d'émissions dans les différents compartiments. Et même logique sur les étapes en aval, au niveau de toutes les étapes de logistique, avec la partie transport routier, les entrepôts intermédiaires, les autres lieux de stockage, et ensuite la partie au niveau du magasin, donc si on est en grande distribution, de la mise en rayon, etc. Aussi toutes les émissions associées au stockage, au froid, si on est notamment sur des produits frais. Et ensuite, on va jusqu'à la partie chez le consommateur, quelle est l'utilisation qui est faite du produit alimentaire, la conservation qui peut être faite à ce niveau-là. Et si c'est la préparation, est-ce que c'est une cuisson? Qu'est-ce que ça mobilise comme type d'équipement? Est-ce que c'est une cuisson à la poêle? Est-ce que c'est un réchauffage au micro-ondes, etc. Donc tout ça, c'est des questions sur lesquelles on a besoin d'avoir des données et on fait des choix aussi, des hypothèses de modélisation pour pouvoir ensuite agréger l'ensemble de ces éléments dans une évaluation environnementale chiffrée. Donc, Agribalise, qu'est-ce que c'est dans ce contexte-là? Donc, Agribalise, c'est une base de données générique qui, justement, s'intéresse à agréger ces données sur l'ensemble de ces étapes pour fournir des résultats d'analyse de cycle de vie pour les produits agricoles et agroalimentaires. Aujourd'hui, Agribalise, c'est environ 2500 produits agricoles et produits alimentaires. On parle de produits moyens parce qu'on va, par exemple, avoir une référence de pizza jambon fromage. Et on va avoir comme ça un peu des produits moyens ou des produits types pour ces 2500 références, basées bien sur l'approche de l'analyse de cycle de vie et qui est en appliquant l'ACV avec le cadre européen du PEF qu'a présenté Anthony. Donc aujourd'hui, Agribalise utilise le cadre PEF clé en main. Et donc, en tout cas, Agribalise, dans les résultats qui sont proposés sur la base Agribalise, hein, j'ai mis le lien à droite du site dédié, c'est bien les résultats PEF, entre guillemets, clé en main, et ce n'est pas donc les résultats avec la méthode modifiée pour l'affichage. Donc, c'est deux choses différentes. Agribalise a deux finalités, hein, bien sûr, aussi l'éco-conception, l'idée d'avoir toutes ces masses de données partagées avec toute la communauté des entreprises et des experts en analyse de cycle de vie et en évaluation environnementale, c'est de fournir des outils pour l'éco-conception, donc pour l'amélioration de la performance environnementale des produits agricoles et agroalimentaires. Mais bien sûr, c'est aussi une base qui va être très importante pour l'information environnementale du consommateur. À la droite, vous avez un petit tableau qui vous récapitule le nombre de produits par grande famille pour vous donner une idée du niveau de couverture de la base Agribalise aujourd'hui. Et sachant qu'il y a aussi une gouvernance spécifique qui est mise en place, notamment depuis 2021, avec le groupement d'intérêt scientifique Revalim, qui réunit l'ADEME, qui est propriétaire d'Agribalise, avec l'INRAE et l'ensemble des centres techniques agricoles et agroalimentaires, où du coup, on travaille collectivement à l'amélioration des méthodes et des données autour de cette base Agribalise. Donc, Agribalise, dans sa version, en fait, il faut savoir qu'il y a deux versions d'Agribalise, en tout cas de restitution, de partage des résultats de la base. Il y a ce qu'on appelle la base publique, dont sont extraits les visuels qui sont sur cette diapositive, où vous allez avoir pour ces 2500 produits, donc par exemple, là ici sur l'exemple de la pizza jambon fromage, le chiffre de ce score unique PEF évoqué par Anthony, donc en millipoints, donc là par exemple 0,44, le point correspondant à l'impact environnemental moyen d'un citoyen européen sur la base d'une année. Donc finalement, en tant que tel, ce n'est pas une unité qui fait vraiment sens, mais c'est une unité qui permet de comparer les indicateurs entre eux et de s'affranchir de ces unités spécifiques pour les 16 indicateurs de l'ACV. Donc voilà, vous avez alors cette information sur le score unique sur le site d'Agribalise pour les 2500 références, avec ce qui est intéressant aussi, la répartition des impacts de la répartition des impacts selon les étapes du cycle de vie. Donc là, sur cet exemple, c'est l'histogramme dans les tons de orange avec l'agriculture qui est évaluée avec une contribution de 67% et avec une contribution plus faible des autres étapes du cycle de vie.
Et pour les produits multi-ingrédients, vous allez aussi avoir une répartition de l'impact de ce score unique en fonction des différents ingrédients. Donc là, sur cet exemple à nouveau, on voit que c'est le jambon cuit qui est l'ingrédient qui représente l'essentiel de la part de l'impact sur le score unique, puisqu'on est à 47%, suivi par le gruyère, 17%, et ensuite d'autres indicateurs, d'autres ingrédients avec des contributions moins importantes. Et ce qu'on a aussi accès, c'est ce que vous voyez sur la partie droite, c'est qu'en fait, il n'y a pas que ce score unique, hein, parce qu'à la base, la finalité de l'analyse de cycle de vie, c'est aussi vraiment cette pensée multicritère. Donc là, vous voyez aussi cet outil Agribalise fournit aussi pour ces produits moyens le détail de tous les indicateurs dans leur unité spécifique, donc sous forme de résultats bruts d'analyse de cycle de vie. Et ensuite, par contre, si vous avez sur accès à Agribalise via un logiciel d'analyse de cycle de vie expert comme CIMAPRO, là, vous pourrez aller beaucoup plus loin dans l'analyse des résultats, parce que vous pourrez finalement ouvrir chacune des boîtes, toutes les étapes du cycle de vie que j'ai présenté en introduction, et aller voir concrètement les données, les hypothèses qui ont été prises en compte à chaque étape. Donc voilà, donc sur le papier, c'est quand même déjà quelque chose de très riche, hein, avec quand même un nombre de produits important, mais avec cette logique de produits moyens qu'il faut avoir en tête. Et aussi, il y a aussi quelques warnings en disant que c'est une base de données qui est déjà précieuse, mais il y a encore beaucoup de travail en termes de consolidation. Et c'est aussi un des messages de ce webinaire aujourd'hui, c'est de se dire que collectivement, en tant que qu'acteur des filières de l'agroalimentaire, c'est un chantier collectif qu'on a aussi à mener pour disposer finalement de données plus fiables pour aller plus loin dans l'évaluation environnementale. Donc là, quelques exemples un peu marquants pour que vous compreniez un peu qu'est-ce qu'on trouve quand on creuse un peu derrière cette logique un peu boîte noire que peut avoir Agribalise. C'est qu'un certain nombre d'ingrédients ne disposent pas d'une donnée d'analyse de cycle de vie pour être capable de modéliser ce qui se passe au niveau de l'étape agricole. Donc, par exemple, le cas de l'artichaut, qui du coup aujourd'hui, faute de données sur l'artichaut, ce qui a été fait dans le développement d'Agribalise, c'est de prendre un modèle chou-fleur, donc de l'appliquer à l'artichaut. Même chose sur quelque chose comme le basilic, qui peut être un ingrédient sur un certain nombre notamment de plats préparés, aujourd'hui est modélisé comme de la menthe, le cornichon comme du concombre, et on va être sur un exemple viande, le canard aujourd'hui est basé sur un modèle poulet. Donc voilà, c'est pas pour focaliser sur ces choses, ces exemples-là, mais c'est pour aussi faire passer le message que voilà, c'est progressivement et c'est un chantier d'amélioration continue que de travailler sur ces données-là. Et que si on va aller sur un affichage environnemental généralisé, c'est vraiment important qu'on arrive à développer ces données sur l'ensemble des produits. Pour aller toujours un petit peu dans ce sens, sur la partie par exemple procédé pour la cuisson, il y a un seul procédé type cuisson dans Agribalise aujourd'hui qui est appelé pour tous les produits qui font intervenir de la cuisson. Et ce modèle cuisson, il est modélisé comme voilà, un tiers d'un produit bouilli, un tiers d'un produit qui va être cuit au four et un tiers de processus de friture. Donc, même chose, on se rend compte que c'est pas très satisfaisant si on va aller sur de la différenciation entre des produits dans une logique d'affichage environnemental. L'emballage est aussi étudié aujourd'hui sous une approche très simple où on prend uniquement le matériau le plus lourd, donc ça veut dire qu'un produit qui a un emballage complexe avec différents éléments, aujourd'hui ça, ce n'est pas possible de le prendre en compte dans Agribalise, donc on va simplifier et se limiter à un seul élément. Il y a aussi la partie transport, enfin emballage de logistique, les emballages de regroupement sont aussi complètement négligés. Donc ça, c'est pas figé, hein, c'est vraiment pour vous dire où on en est aujourd'hui. Et justement, voilà, l'idée, c'est d'avancer en ce sens. Parce qu'on voit bien que l'enjeu qu'on va avoir pour aller vers cet affichage environnemental, où finalement Agribalise est quand même une base de départ très utile, hein, sans ça, on serait vraiment loin du compte. Mais c'est qu'on a quand même cet enjeu important de passer du coup de données génériques vers des données plus spécifiques. On a Agribalise qui nous fait déjà, voilà, pour chaque produit, par exemple, je reviens sur la pizza jambon fromage, nous fait du coup avec une recette type, un procédé de transformation, un emballage donné et des étapes de distribution et de consommation, avec un jeu d'hypothèses standards, aboutit à un score unique de 0,44 pour la pizza jambon fromage. Et pour aller vers une déclinaison de la pizza jambon fromage produite par une entreprise en particulier, il va falloir être capable de décliner la recette, d'adapter, dans l'idéal, il faudrait être capable d'adapter peut-être les consommations d'eau, les consommations d'énergie, le type d'énergie qui est mobilisé pour la transformation. Il faudrait être plus précis sur l'emballage pour vraiment modéliser l'emballage de la référence commerciale qu'on est en train d'étudier. Donc voilà, c'est d'où on part et où on veut aller.
Et donc avec déjà un travail de consolidation au niveau des données de base d'Agribalise. La vision qu'on peut avoir, c'est que si on veut aller faire une différenciation de produits proches en se basant sur l'analyse de cycle de vie, il va falloir qu'on visualise Agribalise comme une bibliothèque de données, un peu comme là, je prends cet exemple un peu de Tetris avec plein de briques élémentaires qui vont nous permettre ensuite de les agréger ensemble pour avoir des modèles produits spécifiques. Bon, des bibliothèques sur les emballages, des bibliothèques procédés, des bibliothèques ingrédients, des bibliothèques pour les différents circuits logistiques possibles. Et c'est du coup avec voilà, ce type ensuite de différentes briques élémentaires qu'on sera capable de faire des modèles spécifiques. Donc voilà, donc tout l'enjeu, c'est vraiment cette consolidation de ces données publiques dans une logique d'amélioration continue, avec voilà, Agribalise aujourd'hui qui, sous l'angle des recettes, on est essentiellement sur un seul inventaire de cycle de vie par ingrédient, ou parfois une alternative bio, mais c'est quand même pas le cas de l'ensemble des ingrédients, et avec des itinéraires qui sont plus forcément alignés avec les pratiques actuelles, parce qu'il y a eu des évolutions, ce sont des données déjà assez anciennes. Et comme je l'ai évoqué, ce qu'on appelle des proxys, donc c'est des ingrédients qui sont remplacés par d'autres en termes de modélisation parce qu'on n'a pas de données. Sur l'emballage, on est sur un emballage type unique pour toute une sous-catégorie de produits avec une seule déclinaison de format et seulement l'emballage de l'élément le plus lourd qui est pris en compte. Voilà, ça c'est d'où on part et où il faut qu'on aille, notamment avec cet enjeu de l'affichage, c'est d'être capable au niveau des ingrédients d'être beaucoup plus sur un catalogue d'itinéraires par ingrédient en fonction de pratiques qui font intervenir des labels ou non, ou en tout cas des pratiques culturelles ou des pratiques d'élevage qu'on peut documenter et qui donnent du coup un autre itinéraire et d'autres impacts environnementaux. Pareil pour les emballages, aller sur des catalogues de solutions d'emballage et des déclinaisons en fonction du format par sous-catégorie de produits. Donc tout ça, c'est des chantiers qu'on a déjà, nous, engagés hein, au niveau des centres techniques agricoles et agroalimentaires. En ce moment, on est impliqué sur 2 projets d'envergure, le projet PAC AGB sur la partie emballage, qui va voir vraiment l'implémentation d'un catalogue de solutions d'emballage assez large dès l'année prochaine, et un projet sur tous les aspects ingrédients et procédés, le projet INCIVI, qui a commencé cette année et qui va se durer plus de 3 ans. Donc voilà, tout ça, c'est pour vous dresser le panorama de où on en est sur les données aujourd'hui. Et si je refais le lien avec l'affichage avant de laisser la parole à Émilie, c'est que, et avec ces 3 niveaux qui ont été introduits par Anthony, hein, c'est cette vision en 3 niveaux, c'est la vision actuelle du ministère de l'écologie sur le sujet de l'affichage. Donc on est sur un premier niveau qui s'appelle le niveau 1, qui est en lien avec l'outil Ecobalise, sur lequel on va revenir tout à l'heure, qui sera donc un outil public gratuit qui a déjà mis en accès dans sa première version, dont l'idée est finalement de faire un premier niveau de paramétrage, mais très proche de ce que peut faire Agribalise aujourd'hui. On a la main sur la recette et sur les solutions d'emballage, mais avec les limites des hypothèses d'Agribalise aujourd'hui. On peut aussi choisir un type de procédé, mais dans un catalogue préétabli. Et ensuite, pour aller plus loin dans la différenciation en intra-catégorie, l'enjeu sera d'aller vers ce qui s'appelle le niveau 2, où au niveau de chaque filière, on va encourager les filières à identifier finalement les paramètres qui sont les paramètres les plus déterminants dans l'impact environnemental des produits de la catégorie étudiée. Donc aujourd'hui, il y a notamment la filière des produits laitiers et des produits à base de porc qui sont déjà engagés un peu ce travail d'identification de ces paramètres clés pour pouvoir du coup voilà, aller sur un niveau intermédiaire plus fin que le niveau 1, mais qui ne va pas jusqu'au niveau 3, qui lui revient à finalement faire une ACV produit par produit, mais qui du coup est très lourd en termes de moyens à mettre en œuvre et de coûts pour les entreprises. On va prendre un premier temps de questions après ces 3 interventions que vous avez déjà eues. Et ensuite, donc on va se donner un quart d'heure. Et ensuite, c'est Émilie qui prendra le relais pour aborder les aspects format et opérationnalité. Bonjour à tous. Tout d'abord, je veux juste préciser, parce que j'ai eu des questions à propos de ça, que le replay du webinaire sera disponible et on précisera les modalités pour y accéder à la fin du webinaire. Par contre, la présentation ne sera pas accessible. Donc, je vous invite à poser vos questions. J'en ai déjà récolté quelques-unes. Première question qui concerne la directive européenne sur les allégations environnementales. Donc je vais citer la question. Dans la directive,
la directive européenne sur les allégations environnementales n'a pas retenu la méthode PEF comme une méthode utilisable en raison des trop grandes variations auxquelles elle aboutit. Est-ce que cela invalide aussi cette méthode au niveau français? Donc, est-ce que vous pouvez apporter quelques précisions au niveau du cadre européen? Je commence, peut-être les collègues compléteront. Alors, sur la directive Green Claim, ça reste assez frais, hein, parce qu'effectivement, c'est il y a quelques semaines et on n'a pas non plus une analyse précise du ministère de l'écologie, mais en tout cas des échanges qu'on a eus depuis avec le ministère de l'écologie. Ils considèrent que justement, ils prennent en compte finalement ces directions-là, parce que c'est pas le PEF clé en main qui est proposé en tant que socle méthodologique pour l'affichage, mais bien un PEF corrigé, ce qu'a évoqué Anthony, et justement en prenant en compte ce qui est aussi pointé par la directive Green Claim, c'est d'ailleurs de mieux prendre en compte pour les produits alimentaires ce qu'on appelle les externalités positives. Donc ça va notamment être les effets de certaines pratiques agricoles en faveur de la biodiversité locale. Donc en fait, voilà, la réponse, en tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu l'analyse et la position du ministère de l'écologie, c'est de se dire justement, on est en accord avec cette position européenne parce que on est d'accord sur le fait que ce n'est pas le PEF qu'on va appliquer à l'affichage, c'est pas le score brut ACV tel qu'on a dans Rivalise aujourd'hui, par exemple, c'est bien ce score corrigé qui va être utilisé pour tenir compte du fait que le PEF ne suffit pas. Je ne sais pas si Fabrice ou Anthony Émilie voulaient apporter des précisions. Pas pour ma part. Je pense que c'était clair. Okay. On a aussi une question sur est-ce que le bien-être animal sera intégré à l'affichage environnemental? Ouais. Peut-être Anthony, Oui, il sera intégré. Ouais. En fait, ça va être intégré dans le bonus conditions d'élevage. Donc, parmi les 3 bonus qui sont complémentaires à la CV, il y a un bonus conditions d'élevage qui prendra en compte le bien-être animal. Mais on n'a pas les détails encore de comment va être fait ce bonus et c'est même soumis à consultation, donc à proposition. Et il y a un groupe de travail d'experts qui est en cours de constitution actuellement pour justement affiner la prise en compte des conditions d'élevage. Concernant la base Agribalise, on nous demande aussi est-ce qu'elle contient des données sur les additifs et auxiliaires technologiques qui peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires? Fabrice, tu as peut-être plus de niveau de détail sur ça? Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière la base Agribalise, en fait, il y a plusieurs bases. Hein, il y a là, pour l'instant, la base Agribalise telle que vous la présentée, Laura, c'est la nouvelle version de la base Agribalise dans une approche consommation. Donc, être représentatif de ce qu'il y a dans l'assiette du consommateur, donc qui peut inclure des productions importées. Derrière cette base visible, il y a aussi une base de constitution des productions agricoles françaises. Il y a une base de données sur notamment certaines opérations unitaires de transformation dans l'agroalimentaire. Et on commence à intégrer aussi dans la base Agribalise certains ingrédients qui ne sont pas forcément visibles pour l'instant dans la version web. Je ne suis pas sûr qu'il soit. Peut-être que certains ont été intégrés dans la version 3.1. On n'a pas fait encore l'analyse exhaustive. Disons que pour l'instant, cette base Agribalise, dans son approche alimentation, est encore sur des données moyennes par produit. L'idée, c'est de mieux la spécifier. Et il y a un dispositif qui est mis en place pour proposer aussi des données pour cette base, donc qui est propre à Agribalise. Vous pouvez aussi faire des propositions, je pense qu'Émilie parlait tout à l'heure d'un forum d'échange qui a été mis en place par les pouvoirs publics pour le dispositif spécifique à affichage environnemental. Si vous voyez qu'il y a des manques à la fois dans Agribalise, à la fois dans le dispositif affichage environnemental, n'hésitez pas à faire des propositions qui peuvent aller en ce sens.
je voulais apporter un complément par rapport à ce que dit Fabrice aussi sur le fait que donc, quand Agribalise est devenu au début qui était effectivement essentiellement une base agricole qui a pris cette envergure d'aller jusqu'au produit tel que consommé par le consommateur final, se base en fait sur la nomenclature de la base SQL de l'ANSES et du coup avec des recettes qui sont à la base plutôt des recettes un peu qui se rapprochent plutôt de produits faits maison. Donc en fait tous ces ingrédients type aussi additifs, texturants qui sont plutôt des ingrédients de l'industrie agroalimentaire. C'est vrai qu'au début, sinon, la plupart des recettes dans Agribalise, des produits élaborés dans Agribalise, ne prévoient pas de faire intervenir ces types d'ingrédients. Donc c'est vrai qu'on les voit encore assez peu dans la base. Mais comme disait Fabrice, voilà, tout à fait, ça c'est des choses aussi qui sont à construire ensemble pour justement intégrer progressivement tous ces aspects-là. Alors, il y a pas mal de questions, donc je pense pas qu'on aura le temps de tout traiter. Il y a une question qui interroge les différents niveaux, et qui est comment les données qui seront collectées, par exemple pour le niveau 2, justement, comment elles seront récoltées, validées, si ce ne sont pas des données publiques. Peut-être que je peux commencer un premier niveau de réponse et puis mes collaborateurs compléteront. Effectivement, il y a ces 3 niveaux qui ont été présentés par Anthony. Émilie va revenir dessus aussi sur les aspects d'opérationnalité. Le niveau 2, le niveau 1 de l'aveu même des pouvoirs publics qui sera un niveau assez basique en fait, et qui ne permettra pas forcément de mettre en évidence tous les efforts d'éco-conception. Donc l'idée, c'est aussi qu'ils ont sollicité à ce titre-là les organisations professionnelles pour qu'elles mettent en œuvre un niveau 2 plus spécifique par catégorie de produits sur des propositions de définition de paramètres clés pour spécifiques d'une catégorie de produits, de paramètres clés à définir au niveau du score environnemental, peut-être aussi aller sur la construction de données semi-spécifiques représentatives d'un mode de production d'une catégorie de produits, et peut-être même aller jusqu'à des outils de calcul par catégorie qui permettront de mieux favoriser l'affichage environnemental et mieux le spécifier que ce niveau 1. Donc ça reste à mettre en place en ce moment. Pour l'instant, il n'y a que deux filières qui sont officiellement intégrées au dispositif, mais l'objectif aussi de ce webinaire, c'est de vous alerter individuellement et aussi collectivement pour proposer des niveaux 2 par catégorie de produits via vos organisations professionnelles. Oui, et pour compléter, en plus sur le niveau 2, c'est encore effectivement très flou et très ouvert. Et en fait, il y a différentes orientations que là, j'entends le côté si c'est du paramétrage. Après, si on rentre sur le côté aussi comment on valide finalement les données qui sont prises en compte. Et après, on peut aller soit sur du paramétrage où chaque entreprise va rentrer ses paramètres, ou aussi on peut aller sur ce côté étoffer un peu les variantes dont on dispose, mais que ce soit du coup des modélisations qui soient quand même des itinéraires, qui soient validés par les centres techniques, en impliquant les interprofessions. Enfin, il y a des choses à construire par les filières, mais aussi pouvoir cadrer les choses et s'assurer qu'il y a des bases qui sont collectives et partagées par tous, et que du coup tout le monde joue sur les mêmes règles méthodologiques. Donc ça, c'est aussi des choses qui sont à établir et qui vont être des paramètres importants. Et justement, toujours sur ces niveaux, pour le niveau 3, il y a une question aussi, est-ce qu'il faudra construire des ACV avec des revues critiques pour prétendre à ce niveau 3? Effectivement, c'est ce qui a été sous-entendu à un moment donné. On le voit moins apparaître. En fait, le niveau 3, c'est le niveau peut-être le plus spécifique où effectivement un émetteur sur le marché fait l'ACV de son produit dans les règles de l'art. Et effectivement, comme il y a une vocation de communication des résultats,
les principes généraux de la norme ISO 14040 qui a été évoquée par Anthony, précise que ces résultats doivent être soumis à revue critique. Et, à un moment donné, on nous a précisé aussi que cet ACV de niveau 3 pouvait s'appuyer sur des référentiels sectoriels issus du PEF. Bon, tout ça, ce sont des orientations qui sont encore évolutives. Rien n'a été figé à ce stade et ça peut être soumis à discussion durant cette phase de concertation et puis la phase de consultation qui va s'ouvrir cet été. Alors, on va pas tarder à être à la fin de ce premier créneau questions-réponses, donc je vais peut-être poser une dernière question. Donc il y aura un deuxième créneau à la fin du webinaire. Concernant le projet de PAC à Agribalise, Laura, on a pas mal de questions. Pas mal de personnes s'interrogent sur qu'est-ce qui se passe dans ce projet, qui est autour de la table et comment être au courant du travail qui est fait et aussi donc sur INCIVI. Donc Laura, si tu veux peut-être parler de Oui, bien PAC sûr. Agribalise. Alors, ouais. Alors c'est deux projets qui émanent du GIDREVALIM, ou qui émanent notamment des centres techniques agricoles et agroalimentaires qui sont donc dans la gouvernance de la base Agribalise. Le projet sur les emballages, il part du constat que la modélisation actuelle des emballages dans Agribalise n'est pas satisfaisante, notamment pour aller sur la différenciation en intracatégorie, puisqu'on sait aussi que d'un point de vue consommateur, cette comparaison sur la partie emballage, elle est importante, et qu'en plus la CV est aussi importante pour remettre aussi en perspective la part de l'emballage dans l'impact environnemental du couple produit-emballage, qui, du point de vue du consommateur, est souvent vu comme quelque chose de très important, alors que dans la plupart des produits alimentaires, c'est finalement un contributeur à l'ordre de 10-15% de l'impact global. Donc ça, c'est la première chose. Donc l'idée, c'est quand même de dire que c'est un sujet qui cristallise beaucoup de choses. Donc on s'est mis autour de la table au niveau des centres techniques, on l'a plutôt de l'agroalimentaire, parce que la partie emballage concerne moins les centres techniques de l'amont. Donc on s'est réunis collectivement pour faire ce chantier ensemble, parce qu'on est tous concernés par l'emballage. Et l'idée de ce projet-là, c'est déjà de remettre à plat un cadre méthodologique ACV le plus rigoureux possible pour la modélisation des emballages. Donc, c'est-à-dire qu'on repart de différents types de recommandations, en gros avec des recommandations de l'ADEME, des informations de Citeo, les règles méthodologiques sur la fin de vie des emballages qui émanent de la Commission européenne. Donc, l'idée, c'est de remettre tout ça à plat avec du coup un cadre rigoureux ACV emballage qui pourra être applicable à tous les produits de la base Agribalise et à tous leurs emballages. Et après, plus spécifiquement, parce qu'au sein des partenaires qui sont dans le projet-là, on ne représente pas toutes les catégories de produits de la base Agribalise, donc on n'a pas la légitimité d'aller proposer des modèles d'emballage sur des produits qui ne sont pas dans le périmètre de nos filières. Donc en fait, voilà, vous avez les filières mobilisées réunies aujourd'hui, parce que dans le projet, donc il y a le CTCPA et nous on y est pour la filière des fruits et légumes transformés et des plats préparés, qu'ils soient sous différentes formes, en conserve, surgelé, etc. Il y a donc l'ITER qui est pour tout ce qui est les matières grasses, les huiles, etc. Il y a Lactalia qui est pour les produits laitiers, il y a l'IFV pour les produits pour le vin, et il y a l'IFIP qui n'est pas là aujourd'hui, qui travaille sur les produits à base de viande. Et donc voilà, collectivement, on propose, donc pour résumer, on fait un cadre méthodologique qui sera transparent et qui sera partagé, qui pourra être utilisé par toutes les filières qui veulent contribuer à Agribalise et modéliser les emballages dans ce cadre. Et nous, on fait le travail pour nos filières, pour lequel on a du financement et des demandes de nos filières pour travailler là-dessus. Et c'est un projet qui bénéficie d'un soutien financier de l'ADEME et qui se déroule sur cette année. Après, je coordonne ce projet-là, donc je pense qu'on remettra nos coordonnées en fin de présentation. Donc n'hésitez pas, ceux qui veulent plus d'informations sur ce projet emballage, je répondrai avec plaisir, je suis le bon interlocuteur. Et un petit mot rapide sur INCIVI, voilà, en tout cas ça émane aussi du GIDREVALIM, mais là l'idée c'est vraiment de travailler sur l'amélioration des inventaires Agribalise au sens plus large, donc comme je disais, plutôt sur un focus matières premières, étape agricole et étape procédé. Et donc, là, on est sur les mêmes instituts techniques agroalimentaires, mais avec en plus les instituts de l'amont.
Et on fait un peu ce même travail où du coup on repart des données aujourd'hui, on est reparti des données qui sont manquantes aujourd'hui ou qui ont besoin d'être actualisées, et on fait ce travail avec le soutien de nos filières et de nos interprofessions. Super. Donc je vais donner la main pour la suite de la présentation et on reviendra sur les questions à la fin. Merci Cynthia. Donc je pense que vous voyez mon écran, où ça va arriver. Oui, c'est bon. C'est bon? Oui. Donc bonjour à tous. Je suis Émilie Adouard, donc de l'Institut français de la vigne et du vin. Et donc effectivement, je vais me charger de vous parler de format d'affichage, d'opérationnalité du dispositif et des perspectives pour la suite de la construction de ce dispositif. Si j'arrive à avancer, voilà. Donc premièrement sur le format d'affichage, donc tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, c'est l'obtention, tout ce qu'il faut pour obtenir ce score d'impact brut en points, millipoints ou micropoints par kilogramme de produit, avec l'outil EcoBalise pour l'instant. Et la question, l'enjeu, c'est de savoir comment on fait pour l'afficher sur le produit de manière à faciliter la compréhension des consommateurs, mais aussi permettre une différenciation des produits à la fois inter- et intra-catégorie. Et donc, il y a une étape nécessaire de transformation de ce score brut d'impact en information graphique comparative efficace. Et donc là, il y a pas mal de questions qui se posent d'options possibles. Par exemple, est-ce qu'il faut mettre une échelle colorimétrique, des lettres, combien de lettres sur l'échelle? Est-ce que c'est plutôt un score sur 100, un score brut avec uniquement une couleur? D'autres informations en sous-score ou d'autres informations analytiques. En tout cas, le conseil scientifique et le rapport du gouvernement au Parlement a établi trois préconisations principales. Premièrement, le fait que le format doit être simple, agrégé et prescriptif. Deuxièmement, qu'il y a des efforts importants de pédagogie à faire compte tenu du faible niveau de maturité des consommateurs sur le sujet. Et puis, il faut apporter une information qui permette la différenciation intra-catégorie. Et donc, en face de chaque préconisation, il y a différentes questions qui se posent en termes d'options de format. Pour le format simple, agrégé et prescriptif, voilà, on va plutôt se porter vers une échelle colorimétrique avec un nombre limité de niveaux. Mais là, il y a différentes options derrière aussi. Pour l'effort de pédagogie, la question va plutôt porter sur quelles informations analytiques ajouter. Est-ce qu'il faut ajouter des sous-scores d'impact ou non? Et puis pour la différenciation entre catégories, la question va être de est-ce qu'on rajoute une deuxième échelle de notation? Est-ce qu'il s'agit de l'afficher via un score chiffré normalisé sur 100 ou un score brut ou à travers des lettres? Voilà, tout ça est pour l'instant non tranché. L'exemple de format, les exemples que vous avez vus, ce sont juste des supports de réflexion à ce stade. Et comme l'a déjà évoqué Fabrice, il y a eu une consultation publique qui s'est déroulée du 1er février au 10 mars sur ce sujet du format et différentes options possibles. Il y avait 21 questions dans cette consultation et le taux de retour a été assez satisfaisant avec 117 réponses, dont 59 pour le secteur alimentaire, puisque la consultation couvrait à la fois les produits alimentaires, mais aussi d'autres secteurs tels que le secteur des textiles. Voilà, cette consultation est close et s'ouvre maintenant une phase de tests consommateurs pour tester les différentes options, en parallèle de discussions sur les catégories de produits qui permettraient une différenciation intra-catégorie. Et donc, on attend des recommandations du ministère à l'été, ministère de la Transition écologique, sur la base de tout ça.
Voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui sur le format. Je vais passer maintenant sur les clés du dispositif. Donc, on a déjà évoqué ces notions de niveau 1, 2 et 3. Donc, l'idée derrière, c'est bien d'avoir aussi différents niveaux de coûts engendrés selon la mise en place de chaque niveau. Donc, c'est un schéma qui est repris du rapport du gouvernement au Parlement avec des légères adaptations. Donc, pour le niveau 1, on se base sur des données génériques, donc le coût est assez faible, mais on a une précision environnementale moindre du fait des proxys, d'un produit moyen France, et on a une moins bonne différenciation intra-catégorie. Le deuxième niveau se base sur des données semi-spécifiques, donc voilà, soit des données semi-spécifiques publiques, soit des données semi-spécifiques privées. Donc à chaque fois, on augmente le coût, mais aussi la précision. Et puis enfin, le dernier niveau qui est meilleur en précision, mais qui est assez cher. Pour ce qui est du niveau 1, donc le ministère de la Transition écologique a souhaité mettre en place cet outil Ecobalise qui est public, gratuit et à ce stade non obligatoire pour mettre en place le niveau 1. Dans le but de minimiser le plus possible les coûts pour un affichage de base. Donc cet outil est accessible via ce lien et vous pouvez déjà aller tester, comme on l'a déjà évoqué, cet outil, le manipuler, voir les paramètres qui sont déjà dedans, les ingrédients et les différentes modalités que l'on peut faire varier à ce stade. Donc le principe du niveau 1, c'est de faire varier des paramètres simples dont le metteur en marché peut disposer facilement sans demander des données à ses fournisseurs. Donc, pour être sur un affichage à bas coût, notamment renseigner l'origine via les transports, l'origine des ingrédients, les labels qui sont connus en principe, les procédés, alors là, de manière très frustre sur le niveau 1, avec quelques options, par exemple sur la distribution, est-ce que c'est distribué en sec, en réfrigéré ou surgelé? Et puis des modifications possibles sur l'emballage, en tout cas les données qui sont facilement connues, telles que le poids et le type de matériau. Donc Ecobalise est restreint à ce stade au niveau 1, et pour le niveau 2, il y a donc l'objectif d'identifier des paramètres supplémentaires que ceux que je viens d'évoquer, entre environ de l'ordre de 10 à 15 par filière. Il y a besoin de définir des données semi-spécifiques pour chacun de ces paramètres et besoin de construire des outils sectoriels pour pouvoir rendre ce dispositif niveau 2 opérationnel. Et donc, la mise en place de ce niveau 2 est bien du ressort des organisations professionnelles pour chaque filière. Il y a actuellement des projets en cours officiels des filières porc et lait. Pour le lait, Atla et Actalia travaillent sur un outil niveau 2 qui s'appelle Ecalia. Et pour la filière porc, l'IFIP a un projet en cours d'identification de leviers clés, de modalités pour chaque levier et de création d'un outil niveau 2. En parallèle, en plus de ces deux projets qui travaillent spécifiquement sur le niveau 2, on ne part pas de zéro pour les autres filières, puisque il existe déjà des outils d'éco-conception pour les produits agroalimentaires. Donc j'en citerai quelques-uns, notamment pour les huiles végétales, l'outil Acevoil qui permet de réaliser des analyses de cycle de vie pour les huiles et pour les corps gras. Et puis le projet PEFMED européen dont l'ITERG, le CRIT PACA et l'IFV étaient partenaires pour créer des outils transcrivant les PFCR de 3 produits, eau minérale, huile d'olive et vin,
pour permettre le calcul d'ACV via la méthode PEFCR. Donc ces outils sont disponibles sur Internet. Enfin, derrière tout ça, il y a aussi un fort enjeu de transmission il y aura un fort enjeu de transmission de l'information pour rendre ce dispositif opérationnel et éventuellement des modalités de contrôle. Mais alors tout ça n'est pas défini à ce stade et ça fera justement l'objet du chantier dans le second semestre 2023. Donc à l'été, on devrait avoir une stabilisation des orientations sur le format et la méthode, et ensuite viendra la question de l'opérationnalité. Il faudra optimiser tout ce système pour réduire les coûts, et notamment sur la traçabilité des données. Cet enjeu sera croissant en fonction du niveau de précision de l'affichage, et il y aura un fort enjeu d'automatisation des calculs à partir de cette traçabilité. Donc, je peux mentionner notamment l'API de l'outil Ecobalise pour le niveau 1 qui est en cours de construction. Donc, l'API, c'est un moyen informatique de connecter deux outils informatiques. Et donc, les algorithmes d'Ecobalise pourraient être appelés depuis un autre outil de traçabilité. Je vais conclure en évoquant donc les perspectives, les prochaines étapes. Donc, je remets cette diapositive de calendrier puisque vraiment ça va aller assez vite. La phase de concertation va se passer donc au printemps pour stabiliser une méthode à l'été. Et donc, il y a une concertation sur la méthode de calcul, notamment les 3 indicateurs hors ACV qu'a évoqué Anthony, sur les catégories de produits. Il y aura une amélioration au fur et à mesure de l'outil Ecobalise pour pouvoir contribuer à cette concertation. Et tout ceci entre le cadre européen, le fait qu'il faudra bien intégrer ce cadre français dans le cadre européen, ce projet de directive de 20. Donc c'est assez frais, mais justement pendant cette phase de concertation, l'enjeu sera aussi de vérifier que tout ce qui est construit est en accord avec le cadre européen. Donc pour vous, entreprises agroalimentaires, je dirais qu'il y a deux grands enjeux de mobilisation et de participation. D'une part, sur les données, comme l'a évoqué Laura, c'est assez important que vous preniez plus connaissance de ce qu'il y a dans Agribalise, de vérifier que vos produits et vos ingrédients sont référencés dans Agribalise et qu'ils sont modélisés de manière satisfaisante. Et quoi envisager si ça ne l'est pas. Et sur la méthode, la période est vraiment sur les prochaines semaines et mois jusqu'à l'été, avec donc un enjeu de participer à la concertation de manière directe ou via des représentants professionnels pour comprendre et questionner les choix méthodologiques de la méthode de calcul proposée, vérifier que les catégories de produits retenues pour la différenciation entre catégories sont pertinentes, puis s'interroger collectivement par filière sur l'opportunité d'un niveau 2 pour une adaptation du dispositif et une meilleure différenciation intra-catégorie. Donc vous avez le lien ici de ce forum qui s'appelle via un outil qui s'appelle Mattermost, et tout un chacun peut se créer un compte et participer aux discussions. Et je terminerai donc en rappelant que donc les partenaires du RMT Actia Ecoval contribuent d'une part à l'amélioration de la base Agribalise et de la méthodologie ACV au sein du GIS Rivalim, sont impliqués aussi dans la concertation au sein d'un groupe des instituts techniques qui est animé par le MTE, et donc à ce titre sont en capacité d'appuyer les filières pour décrypter la méthode, compléter les données Agribalise et accompagner la construction d'un niveau 2. Vous avez ici
cinq sources d'informations pour aller plus loin et contribuer à la concertation. Et vous retrouverez tous ces liens dans un mail que vous allez recevoir juste après la fin de ce webinaire. Et vous recevrez également un questionnaire de satisfaction de ce webinaire. Et vous aurez aussi nos contacts que je vous présente ici si vous avez des questions à nous poser aux uns et aux autres. Et donc, nous vous remercions pour votre participation importante à ce webinaire. Et j'invite mes collègues à me rejoindre pour la deuxième phase de questions. Alors, je m'excuse à nouveau parce qu'on a pas mal de questions. On va pas pouvoir tout traiter, donc on verra par la suite comment traiter les questions qui sont restées en suspens. Mais donc on en a retenu quelques-unes. Premièrement, il y a une question sur est-ce qu'il y a un risque de double comptage entre la biodiversité locale et par exemple les bonus d'infrastructures agroécologiques qui sont proposés? Ouais, je prends la question. Oui, je prends. C'est une bonne question. Je pense qu'il y aura de la vigilance à avoir là-dessus, mais il y a deux indicateurs sur la biodiversité. Il y a l'indicateur biodiversité qui a été ajouté au PEF, qui du coup prend en compte un niveau de richesse de biodiversité dans une région et et du coup le paramétrage est sur des pratiques qui vont venir dégrader cette biodiversité. Et d'autre part, il y a le bonus, infrastructure agroécologique, qui lui a priori va être basé sur les mètres linéaires de haies. Mais voilà, on a peu de recul et pas toutes les informations sur ces éléments-là. C'est les premières informations qu'on a eues. Je te laisse compléter, Émilie, si tu souhaites. Oui, juste effectivement, on n'a pas encore. Enfin, il faut effectivement aller creuser un peu plus et compléter les informations qu'on a à ce stade, mais de ce qu'on a actuellement comme information, c'est que les paramètres agricoles qui sont pris en compte dans l'indicateur biodiversité locale seraient uniquement la fertilisation, les pesticides et le travail du sol, en plus de l'origine de la production agricole. Donc, a priori, pas de double compte avec les infrastructures agroécologiques à ce stade. Ensuite, on a des questions. Je me permets d'intervenir plus globalement, indépendamment de la biodiversité. C'est vrai que ce projet de bonus peut poser question, et quel que soit l'indicateur qui sera pris en compte, de biodiversité, production étrangère ou autre, il y aura un risque de double comptage. La difficulté, c'est que bon, il y a la volonté forte de mettre en place un dispositif à court terme, et que la méthode d'évaluation environnementale par ACV est une méthode qui présente de nombreux avantages, mais qui a des limites qui sont identifiées. Donc la question, c'est de savoir quelle alternative on trouve pour pallier ces limites. Et donc on va juxtaposer quelque chose qui peut paraître aussi a priori aberrant, une méthode d'évaluation avec des pratiques. Et les bonus seront bien ciblés sur des pratiques. Et ça peut paraître effectivement a priori incohérent. C'est déjà le choix qui a été fait dans l'éco-score. Et l'idée, c'est bien, même si tout le monde a bien conscience que ce n'est pas la solution parfaite, l'idée, c'est qu'à un moment donné, on soit en capacité de faire évoluer la méthode d'ACV pour avoir une vision plus complète de la diversité des modes de production. C'est bon, passer à une autre question. Il y a des questions sur Agribalise, donc la base de données.
Il y a des questions sur comment savoir si les produits sont modélisés de manière satisfaisante. Qu'est-ce qui motiverait une entreprise, une entreprise agroalimentaire à contribuer aux données? Et aussi, est-ce que il y aurait une perspective que cette base de données devienne une référence pour un affichage environnemental au niveau européen? Ok, je prends le début de la réponse. Alors sur Agribalis, sur la question comment savoir comment sont modélisés nos produits, effectivement, pour ça, il faut avoir un accès direct ou indirect à un logiciel d'ACV type CIMAPRO, peut-être aussi OpenLCA, je connais moins. Pour ça, en fait, le mieux finalement, c'est de revenir vers nous si vous êtes des filières en particulier, parce qu'on pourra, soit on a les compétences nous, si c'est dans notre périmètre, soit on pourra vous orienter vers d'autres représentants filières qui pourront vous répondre. Aussi, le travail n'a pas été fait, parce que notamment dans des filières pour lesquelles il n'y a pas, par exemple, de centre technique, ce travail n'a pas forcément été fait. Donc ça, c'est des choses qu'on peut aussi tout à fait discuter et prendre voilà, du temps avec des interprofessions, des syndicats professionnels pour exposer un peu ce qu'on a exposé aussi aujourd'hui. Voilà, nous, voilà, Fabrice, dans l'émission du RMT, il parlait du côté transfert. Donc pour nous, ça fait aussi partie un peu de notre mission, hein, effectivement, de diffuser ça. C'était une des motivations de notre webinaire aujourd'hui. Donc vraiment, n'hésitez pas à revenir vers l'un de nous quatre, qu'on serve un peu de porte d'entrée là-dedans. Pour regarder effectivement les données des produits. Voilà, c'est pas forcément très lourd pour aller regarder une fois quand on a les accès effectivement logiciels type CIMAPRO. Donc on pourra au moins vous faire une première évaluation un peu voilà, du type de données et en tout cas au moins vous apporter une proposition pour s'adresser au problème. Après la question sur est-ce que Agribalis pourrait devenir une référence européenne. Alors, il faut savoir qu'il y a déjà il y a quand même un peu déjà des va-et-vient entre Agribalis et ce qui se passe au niveau européen. Par exemple, sur les étapes de distribution, c'est essentiellement les hypothèses du PEF, donc du cadre européen, qui sont implantées dans la base Agribalis. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est notamment pour les étapes agricoles, où on est souvent sur du coup, enfin, les données sont là pour refléter la production française, donc notamment sur les itinéraires culturaux, et aussi sur les mix énergétiques, etc. On est quand même plutôt sur de la base France. Donc finalement, la réponse, c'est plutôt que ça ferait une base qui pourrait assez facilement être adaptée à un contexte européen, mais clé en main, Agribalis et appliquée à un contexte franco-français. Il y avait ça. Est-ce qu'il y avait, je sais qu'il y avait plusieurs questions dans la question. Je ne sais pas si j'ai oublié un bout. Qu'est-ce Fabrice. qui Si, il y en avait motiverait une une sur entreprise oui, oui. à Ah contribuer oui, aux bah Vous données? pouvez répondre Mm. Tu veux que je Là-dessus, réponde? alors, oui, je te Non, laisse. mais vas-y. Non, sur la motivation, après, c'est compliqué. Après, c'est aussi de la stratégie entreprise, de la stratégie filière. Je pense que déjà, le premier niveau, quand même, de savoir comment on est noté et comprendre pourquoi, ça me paraît en tout cas un premier niveau de questionnement qui est quand même qui est pertinent quand même pour les entreprises et les filières. Après, je pense que c'est intéressant le collectif a aussi tout son sens sur ce sujet-là parce que il faut aussi, enfin, sinon ça va être beaucoup effectivement de travail, etc. Si chaque entreprise veut proposer sa donnée. Après, voilà, nous on a déjà contribué à l'amélioration de la rivalise en organisant ce travail-là et en impliquant les entreprises dans des groupes de travail mais structurés pour que ça réduise la charge. Donc, si l'argument, c'est la crainte, c'est la charge de travail associée, ça, il y a aussi voilà, des organismes support comme les centres techniques qui peuvent vraiment organiser ce travail-là et alléger la tâche. Après, sur l'intérêt en tant que tel, je ne sais pas si Fabrice, tu veux compléter là-dessus. Bah, je pense que la question de l'intérêt, forcément il y a des enjeux stratégiques derrière, mais il y a aussi tout simplement ce qu'a évoqué Laura dans son intervention, c'est que pour l'instant, la base Agribalis a quand même un certain nombre d'imperfections avec des proxys qui sont utilisés. Donc ce qui est intéressant, la question qui peut se poser, c'est est-ce que la donnée actuelle dans Agribalis est vraiment représentative du produit considéré? Ce n'est pas toujours le cas. Mais par contre, et ça se trouve, elle est complètement, la valeur est complètement surestimée par rapport à l'impact réel du produit. Et par contre, c'est la donnée qui est utilisée. Par exemple, dans Yuka, Yuka ne va pas se poser de questions. Il va calculer l'éco-score à partir de la donnée Agribalis sans regard critique sur cette donnée. Donc peut-être qu'il y a déjà un enjeu à ce niveau-là d'avoir une donnée qui soit représentative du produit et des modes de production actuels. Et ce n'est pas incompatible avec une démarche
je dirais individuel, le choix qu'on avait fait, nous, je peux parler de l'exemple du secteur des corps gras, c'est qu'à un moment donné, on a voulu construire des données, des valeurs de référence sur des produits, huile de tournesol, huile de colza, qui soient représentatives des modes de production à l'échelle nationale. Et puis depuis, on a construit aussi des données qui sont représentatives des modes de consommation à l'échelle nationale. Et ça n'empêche pas chaque entreprise individuelle de se démarquer de cette valeur de référence en disant que, et c'est ce qu'a fait des marques commerciales, notamment Le Sieur l'avait fait lors de l'expérimentation de la loi Grenelle, en disant il y a cette valeur de référence, mais nous, par les démarches d'éco-conception qu'on a engagées tout au long de la filière, on a une valeur, un score environnemental qui est plus faible que le score environnemental moyen. Donc ça peut être une démotivation aussi. C'est bon, d'autres compléments? Sinon, j'ai d'autres questions. Il y a une question sur l'affichage en tant que tel. Est-ce qu'il s'agit d'un étiquetage environnemental, comme pour l'électroménager ou l'automobile, ou alors est-ce qu'il sera possible aussi de faire d'utiliser des outils dématérialisés pour faire passer cette information justement d'affichage environnemental? Émilie, Alors peut-être? ça, c'est déjà la première chose, c'est que affichage et étiquetage, c'est deux notions différentes. Hein. L'affichage, c'est vraiment la mise à disposition d'une information au consommateur lors de son acte d'achat. Et l'étiquetage, c'est une modalité de l'affichage. Aujourd'hui, les modalités, elles ne sont. Ça, on arrive sur la partie plutôt qui est liée à ce que va faire le ministère de l'écologie. Les modalités ne sont pas définies à ce stade. Après des discussions qu'on a pu avoir, les orientations, ce serait en tout cas d'avoir en tout cas les deux options en tout cas sur la table, avec du coup une partie s'il y a une déclinaison étiquetage, qu'elle puisse être aussi très synthétique, par exemple ressembler à celle du Nutri-Score et d'avoir uniquement la lettre de A à E, et avec du coup on est quand même sur un système plus complexe en termes de compréhension qu'un Nutri-Score pour le consommateur, avec aussi j'ai vu qu'il y avait une question aussi sur le niveau de la pédagogie qui sera nécessaire auprès des consommateurs. Effectivement, on est sur un sujet, il faut avoir conscience que le niveau de maturité des consommateurs sur ces sujets-là est globalement très faible. Et on a déjà vu que sur les repères nutritionnels, c'est déjà pas simple, mais là, on est encore sur, il y a presque 20 ans d'écart entre l'éducation à la nutrition et l'éducation à l'impact environnemental des produits alimentaires. Donc, on va partir de loin. Donc, il y aura de toute façon besoin de beaucoup de pédagogie. Et donc, l'idée aussi du ministère de l'écologie, c'est d'encourager, d'avoir des informations plus détaillées avec le dématérialisé, avec, voilà, est-ce que ce sera du QR code sur les sites internet, etc. Ça, on ne peut pas vous dire. Mais en tout cas, il y a ces discussions d'avoir des choses complémentaires en encourageant peut-être une partie on-pack et ensuite un focus sur des détails de matière plus dématérialisés. Mais pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien qui a été acté sur l'obligation d'un affichage sur le pack. Justement, au niveau de ce qui a été acté ou pas, est-ce que pour finir, vous pouvez rappeler l'horizon réglementaire justement de cette obligation d'affichage, d'affichage sur les produits alimentaires, parce qu'il y a eu plusieurs questions à ce niveau-là. Donc peut-être un petit rappel pour terminer sur l'obligation et l'horizon. Fabrice, peut-être, je te laisse prendre la main. Merci. En fait, l'horizon de l'affichage environnemental obligatoire, il n'est pas défini. Je pense, la loi déjà est assez floue par rapport à ça. L'article 15 de la loi climat-résilience par l'interprétation, et je pense que c'est volontaire, c'est vraiment pour être harmonisé avec aussi des dispositions qui peuvent venir à l'échelle européenne. Par contre, il y a un objectif très clair que s'est fixé le ministère de la Transition écologique, c'est d'avoir un cadre réglementaire pour un protocole d'affichage environnemental pour les produits alimentaires. C'est d'ici la fin de l'année qu'il soit opérationnel en 2024. Ça veut dire que tout metteur sur le marché qui voudra faire un affichage environnemental de son produit alimentaire n'aura pas d'autre, devra appliquer
ce protocole, donc basé sur ce qui vous a été exposé, donc une méthode, des données, et puis un format. Donc il y a un vaste chantier, c'est une échéance très proche par rapport. Il y a eu beaucoup de faits, mais il y a encore beaucoup à faire. Je pense, d'où l'appel effectivement des pouvoirs publics à contribuer à ces phases de consultation et de constatation. Mais la seule échéance précise qu'on ait pour l'instant, c'est celle-ci. Très bien. Je laisse mes collaborateurs compléter s'il y a d'autres éléments à ajouter. Je pense qu'il est temps de clôturer ce webinaire sur l'affichage environnemental des produits alimentaires. Je remercie donc notre support informatique, Monsieur François Cyrus. Je remercie aussi tous les intervenants, donc Émilie, Francis, Anthony et Laura. Merci beaucoup pour vos présentations. Merci aux participants d'avoir été si nombreux. Et donc, comme l'avait présenté Émilie, vous allez bien recevoir par mail le replay de ce webinaire dans les jours à venir avec les liens vers la documentation supplémentaire sur le sujet qui vous serviront. Une dernière chose, en quittant le webinaire, vous allez pouvoir répondre à un questionnaire de satisfaction. Donc, on vous remercie par avance pour vos réponses. Merci encore à tous et bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.